Chers amis auditeurs, bonjour. Pour ce libre journal des contribuables de novembre, nous allons retrouver l'organisation habituelle de mes émissions qui avaient été un peu bousculées en septembre et en octobre, c'est-à-dire un débat autour d'une personnalité politique en première partie et en seconde partie, le magazine des livres, des initiatives et des idées, avec entre les deux la chronique de Patrick Simon. Pour le magazine, je recevrai deux auteurs. L'une qui a pas mal fait parler d'elle dans les médias avec son livre « Le déni français, les derniers enfants gâtés de l'Europe ». Il s'agit de Sophie Peder, qui est chef du bureau de Paris du journal britannique The Economist. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes avec les mots anglais, mais elle parle parfaitement français. Le second auteur a écrit un excellent petit ouvrage, Sécu, comment faire mieux, proposition d'un médecin de famille. Vous l'aurez compris, il est médecin et il est président du cercle Frédéric Bastiat. Il s'agit de Patrick de Cazeneuve. Pour l'heure, et dans le studio, j'ai la chance d'avoir un éminent expert des flux migratoires qui a souvent travaillé pour Contribuables Associés et nous a plusieurs fois rejoints dans ce studio. Jean-Paul Gourevitch, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir à nouveau avec nous. Vous venez de réactualiser, d'enrichir vos études précédentes et c'est en avant-première que vous allez nous présenter la dernière qui s'intitule « L'immigration en France, dépenses, recettes, investissements, rentabilité ». Et on a insisté sur le fait qu'il y ait ces 4 mots dans l'intitulé de cette monographie. Et puis, dans quelques instants, j'espère, en tout cas, viens de l'avoir au téléphone, nous aurons dans le studio Gilbert Collard. Il est député, il est déjà venu à ce micro pendant la campagne des législatives, il est maintenant député du Gard, élu sous les couleurs du Rassemblement Bleu Marine. Alors, comme il était à l'Assemblée et qu'il y avait un vote solennel il y a peu de temps, il est en voiture pour nous rejoindre. À mes côtés, pour me seconder efficacement comme toujours, Julien Lamont, qui est responsable de la recherche à Contribuables Associés. Bonjour Julien. Bonjour Benoît. Et Bernard de Fabrègue, fidèle au rendez-vous pour lire vos messages et vos questions. Bonjour Bernard. Bonjour Benoît. Alors, chers auditeurs, ne nous accablez pas quand un de vos messages n'est pas lu. C'est un exercice difficile, aussi bien pour les téléphonistes bénévoles que pour Bernard, que d'être les interprètes fidèles de vos coups de téléphone. Il y en a parfois trop, il y en a parfois de trop longs, et il y en a malheureusement quelquefois des hors-sujets. On fait au mieux pour vous donner la parole. Alors, avant de rentrer dans le vif du débat, un tout petit rappel que va nous faire Julien, qui est Jean-Paul Gourevitch. Merci Benoît. Jean-Paul Gourevitch, vous êtes aujourd'hui expert international en ressources humaines, spécialiste des migrations, de l'islamisme et de l'Afrique. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, et dont un dernier sur l'islamisme qui s'intitule « La croisade islamiste », publié par les éditions Pascal Gallaudet en 2011. Ce qui nous amène aujourd'hui n'est pas lié à l'islamisme, c'est la question des migrations et de l'immigration. Vous êtes donc ici aujourd'hui pour nous parler de votre 5e contribution aux monographies de Contribuables Associés, dont le titre a été rappelé par Benoît Taffin, qui actualise avec les données les plus récentes disponibles les coûts de l'immigration en France. Alors, comme on n'a pas quand même beaucoup de temps avant de rentrer dans le vif du débat, on n'a pas parlé de tous vos talents. Vous avez écrit des pièces, des livres pour enfants, des policiers, des livres policiers. Je viens même de sortir un ouvrage qu'on peut appeler un beau livre qui s'appelle « Récompenses et punitions », qui est une histoire des récompenses et des punitions depuis l'Antiquité, avec une anthologie de fessées et de bons points qui pourrait faire rougir ou frémir à peu près tous les lecteurs. Écoutez, extraordinaire. Et il est édité où? Il est sorti? Il vient de sortir. C'est un bébé qui a 15 jours, qui vient de sortir chez Deboré et qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Ah écoutez, alors un grand merci. On rappellera avant la fin de l'émission le titre parce que je suis sûr que ça intéressera nos auditeurs. Julien. Et votre site personnel, www.leplaisir.fr
.net. Alors, c'est un site acrostiche, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à une de mes spécialités. LE, c'est littérature enfantine, puisque je suis spécialiste de la littérature enfantine et que je fais aussi des ouvrages pour enfants. P, c'est propagande politique. L, c'est livre. A, c'est Afrique. I, c'est immigration, etc., etc. Et moi, ça m'a beaucoup amusé d'appeler mon site Le Plaisir, parce que les gens pensent que c'est un site rose, donc ils se précipitent dessus, et ils tombent sur 25 pages de bibliographie de littérature enfantine. Alors ça, c'est un plaisir pour moi. Bravo. Alors, je vous propose, donc, en attendant Maître Collard, qui aura sûrement des choses à nous dire aussi sur l'immigration, mais ce n'était pas le seul sujet d'ailleurs dont nous débattrons avec lui, je vous propose qu'on présente votre étude. Alors, elle s'inscrit dans le cadre de nos publications, comme l'a dit Julien Lamont, le titre général de nos publications étant souvent combien ça coûte. On ne peut pas parler d'un sujet si on n'a pas les vrais chiffres, et en matière d'immigration, on a l'impression que dire la vérité est tabou. Tout à fait. Vous nous donnerez bien sûr les chiffres clés, mais peut-être pourrions-nous commencer par le différend, mais je ne sais pas si vous appelez ça un différend, qui vous oppose à l'Express, dont le dossier de la semaine dernière, et donc la une, s'intitulait « Le vrai coût de l'immigration ». Les immigrés sont un atout économique et ne creusent pas les déficits sociaux, affirme-t-il, chiffre à l'appui, alors que votre étude conclut en mettant vraiment tous les coûts l'un au bout de l'autre à un coût total de 17 milliards. Comment vous pouvez expliquer les propos de l'Express, même si vous n'êtes pas forcément dans la peau des experts qu'ils ont interrogés, et ils n'ont pas eu le bon goût de vous donner la parole alors qu'ils vous citent? Alors, ils n'ont pas interrogé des experts. Ils ont interrogé un expert, qui est M. Xavier Chojniki, qui est économiste, que je connais bien par ailleurs, et qui avait publié en 2010 pour l'Université de Lille une étude sur les coûts de la protection sociale, et qui a publié, là je lui fais de la pub, avec Lionel Rago, pour les éditions Erol, un ouvrage cette année qui est sorti juste pendant la campagne électorale, qui s'appelait « On dit que l'immigration coûte cher à la France, le point de vue des économistes ». Autrement dit, ce qu'on dit est faux, et les économistes, c'est-à-dire M. Chojniki et M. Rago, vont dire à quel point c'est faux. Alors, il y a effectivement un différend. D'abord parce que je trouve un petit peu curieux que quand on travaille sur les coûts de l'immigration, on n'interviewe qu'une seule personne et que c'est cette personne qui commente mes propres propos. Je trouve que ça serait plus logique que ce soit moi-même qui commente mes propres chiffres plutôt qu'on les fasse commenter par quelqu'un d'autre et qu'on les fasse commenter en les incriminant. Surtout quand il y a, juste un petit point d'interruption, justement quand il y a un différend à propos des chiffres, la moindre des choses du travail d'un bon journaliste serait de donner la parole aux deux, me semble-t-il. Il faut espérer que l'Express, quand la monographie sortira, c'est-à-dire dans quelques jours, va me redonner la parole. Mais bon, il faut toujours vivre d'espoir. Alors, il y a une différence fondamentale entre le travail de Xavier Chojniki et le mien. Je ne vais pas utiliser les procédés qui sont utilisés dans le journal, c'est-à-dire que je ne vais pas faire une démolition des travaux de M. Chojniki, qui par ailleurs est un économiste tout à fait estimable. Simplement, nous ne partons pas du tout du même point de vue. M. Chojniki s'en tient à la définition officielle des immigrés, c'est-à-dire des personnes nées à l'étranger de parents étrangers. Donc, il laisse de côté tous les enfants d'immigrés qui jouent quand même un rôle important dans les comptes, et d'autre part, il ne tient pas compte de l'immigration irrégulière, des coûts sécuritaires, des coûts sociétaux et fiscaux, des coûts de structure, ou plus ou moins, plus précisément, il en tient compte d'une façon très globale. Dans son travail en 2010, il arrivait à des coûts, des dépenses de 47,9 milliards et des gains de 60,3 milliards. D'où
un bénéfice de 12 milliards. Alors, toute la presse bien pensante s'est précipitée là-dessus, que les immigrés rapportent 12 milliards, c'était extraordinaire. Il était, je pense, lui-même un petit peu ennuyé de cette promotion qui était faite à des chiffres. Et ces chiffres ont été tout à fait réduits dans le travail qu'il a sorti en 2012, puisque nous sommes passés de plus de 12 milliards à 3 milliards 8. Ce qui semble déjà plus réaliste, même si le bon sens et le sentiment des gens a du mal à croire que ça soit positif. Au moins, ça semble plus acceptable que les 12 milliards. Alors justement, il était intéressant de comparer les chiffres. Il part des chiffres de 2005. Hein. Sa base, c'est 2005. Moi, c'est entre 2010 et 2012. Donc, il y a quand même déjà une première ça a beaucoup bougé. Différence importante. Et deuxièmement, alors cette fois-ci, il a ajouté des autres dépenses et des autres recettes. Des autres dépenses de 20 milliards, des autres recettes de 11 milliards 7. Elles ne sont pas expliquées. Et je suis allé donc à la source, c'est-à-dire dans son propre ouvrage. Et alors là, il dit effectivement, il y a des chiffres qu'on ne peut pas affecter. Alors, l'immigration irrégulière, elle n'en parle pas. Mais il parle quand même des coûts sécuritaires ou des coûts culturels. Et son principe est le suivant, puisqu'on ne peut pas les affecter, considérons que les coûts sécuritaires sont les mêmes proportionnellement pour les immigrés que pour les non-immigrés. Il prend la proportion dans la société française. Voilà. D'accord. Donc, ça voudrait dire, par exemple, que, en ce qui concerne les problèmes de délinquance, eh bien, les immigrés ont une délinquance exactement semblable aux non-immigrés. En ce qui concerne les problèmes de fraude, en ce qui concerne la contrefaçon, en ce qui concerne la prostitution, eh bien, c'est partagé très équitablement. On ne peut pas les affecter, donc puisqu'on ne peut pas les affecter, on les ignore. Alors, évidemment, nous arrivons à des différences importantes, puisque, comme je l'ai dit, il arrive, lui, à 3 milliards 8 de bénéfices. Et de mon côté, alors c'est un petit peu compliqué, mais je crois que je vais m'en expliquer, j'arrive pour la balance recettes-dépenses à une balance négative qui est une balance de 8 milliards, de 8 milliards 760, 8 milliards 760, mais il y a aussi une deuxième balance, et ça explique d'ailleurs le chiffre, dépenses, recettes, investissement, rentabilité. Il y a une deuxième balance d'investissement de l'État de 8 milliards 6, donc on ne connaît pas bien la rentabilité. Ça fait globalement 17 milliards de déficit de mon côté et 3 milliards 8 de bénéfices du sien. Merci, c'est très clair, mais je crois que Julien Lamont voulait quand même vous poser une question, vous demander une précision. Oui, c'était pour rebondir sur justement cette différence entre le professeur Jojnicki et vous sur l'affectation des coûts de la fraude, du travail illégal. Est-ce que vous pouvez détailler un peu? Parce que pour vous, les immigrés contribuent un peu plus que leur part dans la population à certaines activités qui ne sont pas très légales et donc qui coûtent de l'argent. En ce qui concerne le travail illégal, il faut quand même bien reconnaître, et c'est pas du tout un reproche à faire aux immigrés, que s'il y a un travail illégal, c'est parce que les entreprises ne déclarent pas un certain nombre d'immigrés qu'elles emploient, et ça, c'est une perte pour la nation. Et que d'autre part, un certain nombre d'immigrés qui sont en situation irrégulière, ne payent pas de cotisations sociales, ou quand ils les payent parce qu'ils ont les papiers d'identité de quelqu'un d'autre. Donc, automatiquement, le coût du travail illégal, il est nettement plus fort en ce qui concerne les immigrés qu'en ce qui concerne les non-immigrés. Alors, c'est toutes ces différences qui s'ajoutent les unes aux autres. Et ça explique que même, et j'y reviendrai le cas échéant, même si le coût de l'immigration est moins important cette fois-ci que dans les monographies précédentes, nous sommes quand même devant un déficit, alors qu'on veut nous faire croire que nous sommes devant un bénéfice.
Et c'est quand même une conclusion importante. Je veux dire, comment peut-on discuter du problème si on ne sait pas si ça rapporte, si on ne sait pas si ça coûte? Voilà, il y a quand même là un aveuglement qui n'est pas propice à prendre les bonnes décisions. Je crois qu'à partir du moment où on laisse de côté les enfants d'immigrés, les descendants d'immigrés, qui rapportent aussi, parce que quand ils ont plus de 18 ans, ils travaillent, etc. Et sur ce point-là, M. Sochnicki a tout à fait raison de dire, il ne faut pas compter que les dépenses, il faut compter aussi les recettes. Ce que vous faites dans la monographie. Voilà, ce que je fais dans la monographie, que je ne l'avais pas fait dans la première, et c'est le seul point sur lequel je lui donne parfaitement raison. Mais quand vous ne comptez pas donc les dépenses des enfants d'immigrés, évidemment, les dépenses de santé, elles sont beaucoup plus faibles. Et pour cause, les dépenses de protection sociale de façon générale, elles sont beaucoup plus faibles. Si vous ne comptez que les immigrés qui ont plus de 18 ans, et si vous comptez essentiellement des immigrés actifs, automatiquement, on va arriver à un bénéfice. Tout le monde sait qu'un immigré qui a un emploi effectif rapporte plus qu'il ne coûte, et qu'un immigré qui n'a pas d'emploi, soit parce qu'il est au chômage, soit parce qu'il ne cherche pas de travail, soit parce qu'il n'a pas l'âge ou plus l'âge de trouver un travail, coûte plus qu'il ne rapporte. Mais si j'ai bien compris, parce que j'ai lu avec attention ce dossier, connaissant votre monographie, j'ai lu aussi avec attention le dossier de l'Express, il m'a semblé comprendre qu'il soutenait que la structure d'âge avec des gens plus jeunes faisait qu'il coûtait moins en protection sociale, parce que ce qui coûtait très cher en France, c'était bien sûr la retraite des personnes âgées. Or, la structure d'âge des immigrés est plus proche d'une structure de personnes en âge d'être actifs. Alors, où vous avez raison, c'est qu'il y a les enfants. S'ils ne les comptent pas, c'est sûrement un poids énorme. Mais il y a aussi tous les immigrés qui sont à la retraite. Soit qu'ils aient pris leur retraite en France, soit que leur retraite soit versée à l'étranger, puisque vous le savez, ces retraites peuvent être parfaitement versées à l'étranger, sous réserve qu'on vérifie que la personne est toujours vivante, chose parfois un petit peu difficile, notamment en Afrique. Et là, même sur les cotisations vieillesse, il y a une très grande différence entre lui et moi. Je pense qu'il sous-estime tout à fait le poids des immigrés qui sont maintenant à la retraite, et il le sous-estime pour une raison presque logique d'ailleurs, c'est que comme il prend les chiffres de 2005, nous avons aujourd'hui, en 2012, plus d'immigrés en retraite qu'il y en avait en 2005. Et il prend en plus ceux qui sont sur le territoire, puisque lui prend une proportion de population sur le territoire. Donc tous ceux qui partent, effectivement, vous avez raison de le souligner, et qui touchent leur retraite, pèsent sur les comptes de la sécurité sociale. Et puis, il ne prend que la métropole. Et moi, j'ai essayé, avec toutes les difficultés qu'on connaît, mais là, je pense que la Cour des comptes a fait quand même un travail de débroussaillage extrêmement important. J'ai essayé d'étendre l'analyse des coûts à l'outre-mer, donc aux départements, communautés et territoires d'outre-mer. Alors, je voudrais dire à ce point de notre discussion, qui va continuer bien sûr, et qui va continuer dans un petit moment avec Maître Collard, que cette étude, cette monographie, qui comporte 100 pages, est un outil absolument indispensable. Je recommande à nos auditeurs de la demander. Elle vaut 8 € et elle peut tout à fait être commandée soit en téléphonant au 01 42 21 16 24, soit en allant sur notre site www.contribuable.org, où on peut la télécharger ou la commander. Alors 8 €, et on m'a dit avant que je quitte tout à l'heure les bureaux de Contribuables Associés qu'on donnerait en prime pour les auditeurs de Radio Courtoisie votre étude de l'année dernière sur l'immigration irrégulière. Ça, c'est d'autant plus important que cette fois-ci, bien sûr, j'intègre les coûts de l'immigration irrégulière, mais il n'y avait rien eu avant sur l'immigration irrégulière. Et vous le savez, le ministre Besson avait affirmé qu'on allait voir ce qu'on allait voir et qu'il allait nous donner les coûts. Donc moi, j'ai attendu ces coûts, mais ils ne sont jamais arrivés.
Et donc, j'ai fait ce travail sur l'immigration irrégulière, dont je crois pouvoir dire très honnêtement que c'est le premier travail solide fait en France sur le coup des migrations irrégulières et qu'à ma connaissance, il n'y a pas, ni dans l'université, ni chez les chercheurs français, d'équivalent. Alors, Maître Collard vient de faire une entrée théâtrale dans notre studio. Il était retenu par un vote à l'Assemblée et on lui pardonnera. Oui, ils nous ont mis le vote solennel. Bien volontiers, budget, oui. Voilà. Quand il y a des votes solennels, je pense que votre présence à tous, la moindre des choses. On reproche parfois aux députés de ne pas être en séance. On ne va pas leur reprocher quand ils y sont. On ne va pas essayer de les enlever. D'autant plus que nous n'avons pas tellement de voix, alors autant ne pas les perdre. Hein. Absolument. Alors, on va se lancer dans le débat et j'aurai une question pour vous, même si vous n'avez pas entendu les propos de Jean-Paul Gourevitch, je pense que vous pourrez y répondre très facilement, même si elle est liée à l'immigration. Mais avant... on va pas se lancer dans un portrait, parce que sans ça prendrait une bonne partie de l'émission que de parler de tout ce qu'a fait Maître Collard au cours de sa vie. Surtout en mal. Hein. Mais je pense à un bref rappel de son parcours par Julien. Maître Collard, vous êtes originaire de Marseille, vous y êtes d'ailleurs avocat depuis plus de 40 ans, vous plaidez toujours activement. Notre chroniqueur Patrick Simon, avocat également, nous racontait juste avant l'émission que vous plaidez sur une même affaire du côté de la Bretagne à propos d'un accident dans le domaine maritime. Oui, c'est exact. Oui. Outre ce métier d'avocat très actif, vous avez mené une carrière politique tout au long de votre vie, assez mouvementée, puisque du Parti Socialiste au Rassemblement Bleu Marine, vous êtes passé par le Parti des Travailleurs, le RPR, le Parti Radical Valoisien, mais également au Nouveau Centre. Bref, on pourrait dire que vous avez fait le tour de l'échiquier politique français. Aujourd'hui, vous avez rejoint le mouvement de Marine Le Pen. Vous êtes désormais député de la 2e circonscription du Gard, dans une région où l'on produit de sympathiques et rafraîchissants vins de sable. Je crois qu'il y a la société Listel, qui est le plus gros domaine d'Europe, qui est présent sur votre circonscription. J'ai vu que Julien a hésité un instant avant d'en parler, mais il est, avant d'avoir rejoint Contribuable Associé, il est œnologue. Donc, alors, dès qu'il y a une histoire de vin parmi nos invités, il est enchanté. Oui. Alors, moi, j'avais quand même... Alors, attendez, il faut que j'apporte quand même... Allez-y, oui, si vous avez des précisions. Parce que bon, moi, j'ai l'habitude d'être habillé pour l'hiver... Même en plein été. C'était pas méchant, là. Non, pas du tout. Mais ça fait partie des erreurs qui sont commises. Je n'ai jamais été membre du Parti des Travailleurs. Hein. Ah bah alors c'est marqué dans votre biographie. Oui, absolument. Vous faites bien de le rectifier. Je trouvais ça quand même amusant. Voilà, de la même manière que je n'ai jamais été au Nouveau Centre. Hein. J'ai été membre du Parti Socialiste. J'étais rocardien. Et j'ai quitté le Parti Socialiste en publiant une tribune dans le Figaro Magazine. Donc c'est acté. Comment peut-on être socialiste si Bernard Tapie l'est ? Et je suis parti. Puis, par affection pour mon père, qui avait été un vieux radical, j'ai adhéré à la cabine téléphonique que constituait le Parti radical, ce qui n'était pas un engagement très révolutionnaire, je vous l'accorde. Et puis, j'ai envoyé promener tout ça parce que j'ai vu l'usure de tous ces vieux partis qui sont faits de combines. Et je ne regrette pas mon parcours parce que si vous avez un œnologue, vous avez un ethnologue des partis. Et je peux vous dire vous allez pouvoir écrire un livre si ce n'est pas encore. Je peux vous dire que, d'abord, je pense que beaucoup de gens honnêtes auraient dû partir du PS au moment où Bernard Tapie y entrait, que c'était vraiment un test. Hein. J'aurais pu y faire carrière. Hein. J'aurais pu y faire belle carrière, croyez-moi, Marseillais, proche de Gaston Defferre, rocardien, mais j'ai considéré que on pouvait pas se dire socialiste, honnêtement, quoi, et accepter, il y a des choses inacceptables, oui. Des affairistes, bon. Mais surtout, j'ai vu, on pourra en parler une autre fois, hein, ce sera un sujet intéressant, hein, la décadence des partis, voilà. Bah d'ailleurs, ce qui se passe actuellement le montre bien, n'est pas forcément réjouissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, bah écoutez, merci de cette précision. Alors, désolé d'avoir été dans vos biographies officielles. Il y a bien d'autres choses qui sont dites, hein, qui sont complètement fausses, que je laisse circuler, parce que, à dire vrai,
À dire, ouais, je m'en moque, hein, je m'en fous. Je veux dire, bon. Bah écoutez, ça attire plutôt l'attention. Vous avez peut-être raison, parce que nous, ça nous avait beaucoup amusé. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire De la même manière qu'on a écrit que j'avais été trotskiste. Parce que, à la demande d'un de mes amis, on avait milité en faveur de la libération de Nelson Mandela, ce qui, mon Dieu, n'est pas déshonorant. Et on avait participé à une réunion organisée par des trotskistes. Et une photographie avait été prise qui est réapparue dans Paris Match pour dire que j'avais été trotskiste. Mais si je l'avais été, mes amis, je vous le dirais, mais sans embarras, aucun. Parce qu'il n'y a rien de pire que de renier sa vie, hein. Ah ben écoutez, tout à fait, et il n'y a rien de pire aussi que de rester dans un parti dont on considère qu'il s'est déshonoré. C'est que vous avez fait avec l'arrivée de Tapi. Alors on va repartir dans le sujet. Alors donc on a parlé des chiffres de l'étude de Jean-Paul Gourevitch, puisque ça fait la 4e étude. Quand on prononce son nom dans les débats, on est tout de suite alors accablé de sarcasme. C'est l'étude qu'il ne faut pas citer, vous savez. Alors, vous savez que c'est terrible, parce qu'on lui rend l'appareil, puisque dans le dossier de l'Express dont on parlait là avant que vous arriviez, la principale critique qu'ils font à Jean-Paul Gourevitch, c'est que son étude a été citée par Marine Le Pen. C'est quand même extrêmement intéressant comme débat. Donc, on est parti dans un débat sur les chiffres, et on va pas revenir dessus, parce que ça serait un peu long sur l'explication des différences de chiffres avec l'expert consulté par l'Express. Et donc, moi, je voulais dévier... Il est aussi cité, sauf erreur de ma part, par Malika Sorel. Hein. Oui. Tout à fait. Quand même, rappelons-le, hein, quand même. Un certain nombre de gens qui, y compris à gauche d'ailleurs, considèrent que je fais un travail sérieux. Voilà, Et le travail est probablement sérieux puisque le rapport que j'ai fait pour le Conseil de l'Europe sur l'immigration irrégulière a été adopté à l'unanimité. Moins 2 abstentions, ce qui est quand même relativement rare, compte tenu des clivages qu'il y a sur cette question. Et oui, mais le drame pour ces messieurs, c'est que vous ne dites pas ce qu'ils veulent que vous disiez. Vous comprenez, voilà. Bon. C'est exactement ça. Mais voilà, moi je le disais un petit peu en matière de provocation, en disant que le seul critique qu'il pouvait faire était celle-là, mais vous avez raison de préciser que Dieu merci, vous avez été repris par beaucoup de gens. Et alors moi, puisqu'on est sur l'immigration, j'avais très envie que vous nous parliez de votre intervention, que j'ai entendue parce que j'étais dans les tribunes, sur l'AME. Parce que vraiment, c'était probablement... je ne dis pas ça pour vous flatter, mais la remarque de fond la plus intéressante que j'ai entendue, puisqu'il y a eu une querelle de chiffres, on y est allé parce que l'UMP avait pour sa niche, où il a le droit de présenter une proposition de loi, choisi une proposition de loi sur l'AME, et le rapporteur en était Dominique Tian, et donc c'est un sujet auquel on s'est longtemps intéressé. Lequel m'a donné raison sur l'argument que j'avais développé. Tout à fait. Ce qui est quand même à souligner. Hein. Alors, vous allez nous le donner parce que c'était vraiment très intéressant. Il y a eu une querelle des chiffres, je vous le passe les détails, entre les socialistes et l'UMP qui s'envoyaient des chiffres à la tête. Tout ça n'avait pas grand intérêt. Mais je vais vous laisser faire vous-même la remarque que vous avez faite. Personne n'a moufté. Personne n'a moufté, non. Je leur ai demandé comment ils pouvaient créer des droits à partir de l'illégalité. Je leur ai dit, mais enfin... Comment pouvez-vous constater qu'un individu est en situation évidente, répréhensible d'infraction, et en déduire que le fait même qu'il a commis cette infraction lui donne des droits? C'est une révolution inouïe dans le droit, dans la morale. D'un côté, vous dites que tel sans-papier est en infraction, et de l'autre, vous dites que parce qu'il est en infraction, il a droit à plus de droits qu'un titulaire de papier n'aurait. Vous avez donc créé cette catégorie juridique inouïe, l'homme qui a des droits parce qu'il viole le droit. Et je dois dire que j'ai eu l'impression que personne n'y avait pensé. Je sais pas quel en tout cas, je peux vous le dire, je suis rentré donc à Contribuables Associés en leur citant vos paroles, parce que le reste était vraiment volé très bas. Oui. Et là, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas eu un mot, parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est évident, des jurys, c'est même, comme vous dites, c'est tout à fait étonnant que des juristes... N'y ait pas pensé. Même qu'on n'ait pas saisi le Conseil constitutionnel. Oui, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait à l'époque. Moi, je n'y étais pas. Hein, mais pour montrer à quel point
on est quand même dans un monde français d'une idéologie folle. On donne des droits au seul motif qu'on a violé la loi. Ah, c'est ahurissant. Bon. Et en même temps, on organise une durée de rétention pour les sans-papiers. C'est vraiment complètement unique dans l'histoire du droit de voir que l'illégalité crée la légalité. Julien ? Est-ce que du coup, partant de cette analyse qui semble être la première, ça serait pas une façon d'agir pour mettre fin à cette situation en saisissant le Conseil constitutionnel ou est-ce qu'il est trop tard et que maintenant que c'est acté? C'est trop une tard. mesure qui a quand Jean-Paul même Gourevitch. été prise par Lionel Jospin faut le rappeler, juste à la fin de sa législature. Et cette mesure, à ce moment-là, elle devait concerner 30 à 50 000 personnes. Et donc, elle ne devait pas coûter énormément. En fait, aujourd'hui, cette mesure touche plus de 220 000 personnes par an. Et si on compte en fait le nombre de malades, parce que un malade ne reste pas toute l'année, on se rapproche plutôt de 300 000, et c'est plus de 600 millions au budget de l'État, sans compter d'autres frais médicaux qui se rapproche de l'aide médicale d'État, qui est par exemple la procédure d'étranger malade. Mais c'est surtout une exception dans toute l'Europe. La France est le seul pays, même si certains autres pays sont très tolérants et admettent qu'un étranger en situation irrégulière, malade, doit être soigné. Voilà, entre laisser mourir quelqu'un sur le trottoir et lui donner un droit, je crois qu'il y a quand même deux mesures. Non, mais là, ne tombons pas dans ce piège humanitariste. On n'a jamais dit qu'il fallait laisser mourir au coin de la rue la personne gravement malade. Il y a deux notions, vieilles comme la tradition, qui nous en empêchent. La première, c'est l'obligation déontologique inscrite dans le serment d'Hippocrate de porter assistance à un pauvre. C'est-à-dire, pour employer le langage d'aujourd'hui, à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se soigner. Aucun médecin n'a le droit de dire à un malade qui vient le voir et qui est en situation de détresse « Passez votre chemin, je ne vous soigne pas ». Son serment le lui interdit. C'est lui qui se ferait attaquer. Bien évidemment. Et ensuite, il y a quand même, alors là tout le monde feint de l'ignorer, il y a quand même le délit de non-assistance à personne en danger. Un médecin qui ne soignerait pas un malade atteint d'une maladie grave se placerait en état d'infraction. Alors on ajoute, oui, mais c'est une manière de prévenir les épidémies. Mais la loi prévoit qu'on doit les dénoncer. C'est absurde. Bon, alors là, on a affaire vraiment à des arguments qui se veulent humanistes, mais qui sont sans portée, puisque tout l'humanisme juridique français le règle depuis longtemps. Et j'ajoute que Jean-Paul Gourevitch. Le fait, justement, que nous soyons le seul pays à avoir légalisé l'aide médicale d'État fait que, très naturellement, un certain nombre d'étrangers qui ont des difficultés de santé se disent qu'il vaut mieux dans ce qu'on appelle, d'une façon que j'aime pas trop, mais c'est le terme, le shopping migratoire. Oula, alors attention, c'est un mot que vous n'aimez pas, mais en plus il est interdit à Radio Courtoisie, on va dire que l'on fait son marché. Vous connaissez le petit cochon. De l'euro, mais M. Henri Destienne n'a jamais pu me trouver une expression française qui corresponde à cette expression anglaise. Donc on va faire avec. Je paierai mon euro le jour où on m'aura trouvé un équivalent français. Donc, les gens choisissent très naturellement, quand ils ont des problèmes de santé, la France plutôt qu'un autre pays, puisqu'ils savent qu'ils peuvent y être soignés gratuitement. C'est logique si on se met à leur place. Alors, à ce stade, je voudrais peut-être pour les auditeurs qui nous ont rejoints en cours d'émission, leur dire
qui est dans ce studio. Donc, ils viennent d'entendre Jean-Paul Gourevitch, qui est un expert sur les flux migratoires et qui vient de faire pour Contribuables Associés une étude approfondie sur les chiffres de l'immigration, totalement actualisée par rapport aux précédentes. Et puis nous avons Gilbert Collard, qui est avocat et qui est député non inscrit du Gard et qui nous a rejoint. Est-ce que je peux corriger une erreur judiciaire ? Ah ben oui, mais il faut quand même que je dise aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent envoyer leurs questions. Vous attendez pour faire l'erreur judiciaire, vous me laissez finir mon petit mot ? Les erreurs judiciaires durent toujours. Non. Allez-y. Alors je finis juste mon petit mot parce que je veux absolument rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'on va leur donner la parole. Bernard a déjà quelques questions à la main et qu'ils peuvent les envoyer en téléphonant au 01 46 51 00 85 par télécopie au 01 46 51 21 82 et puis par courriel courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors, dans l'ordre, nous allons réparer l'erreur judiciaire, passer la parole à Radio Courtoisie qui a une communication importante à faire, puis aux auditeurs. Maître Collard. Shopping est dans le Larousse. Action de se rendre dans les magasins pour regarder les vitrines, les étalages et faire des achats. Et faire du lèche-vitrine. C'est faire du lèche-vitrine. C'est faire du shopping, finalement. Alors, grâce à Maître Collard, qui est très équipé et qui s'empresse de regarder sur un petit instrument, qui a sûrement un mot anglais, donc je ne vais pas le prononcer en anglais, sur un petit instrument qui s'est plongé dans une tablette, s'est plongé immédiatement dans le dictionnaire. Alors, je suis sûr qu'il y a des puristes qui vont dire que le dictionnaire admet beaucoup trop de mots d'anglais. Ça, c'est plus notre problème. Alors, la parole à Radio Courtoisie. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Cette langue belle, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, continue de l'honorer. C'est le dimanche 2 décembre que nous célébrerons le 25e anniversaire de Radio Courtoisie, et non le 18 novembre, comme il avait été d'abord envisagé. Dimanche 2 décembre, à 11h30, venez déjeuner avec les patrons d'émissions de Radio Courtoisie dans le salon de la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine. Le prix Jean Ferré 2012 sera décerné, à l'issue du repas, à la personnalité qui a, selon les auditeurs de Radio Courtoisie, le mieux servi la langue française durant les 3 dernières années. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 2 décembre, à 11h30, sur la péniche Les Calanques, 52 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, pour le déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Alors, nous allons passer la parole aux auditeurs. Donc, les questions, je pense, s'adresseront plutôt à Jean-Paul Gourevitch, mais bien évidemment, toutes les remarques de Maître Collard sont bienvenues. Je vais en lire plusieurs d'un coup parce que ça permettra aux auditeurs d'être contents et c'est un peu le même sujet. Un auditeur vous demande, j'ai entendu sur Radio Courtoisie un économiste qui disait que l'immigration, compte tenu des intérêts de la dette sur son propre coût, revenait à 100 milliards par an. Il fallait en effet tenir compte des intérêts qui se cumulent. Un autre auditeur, une chose démontre que cette immigration africano-islamique ne rapporte pas d'argent. Il suffit pour cela de déambuler dans Paris, notamment vers la place Clichy ou la place de la Nation. Il y a des milliers d'immigrés plantés là à ne rien faire. La majorité de ces gens ne travaillent pas. Un troisième auditeur. Bonsoir, nos spécialistes ont-ils chiffré le coût de la polygamie ? Il semblerait que l'on trouve des chiffres de l'ordre de 25 000 familles polygames en France, et il est vraisemblable que l'on peut multiplier ce chiffre par 2 ou 3. Alors, 3 questions pour Jean-Paul Gourevitch, mais auxquelles Maître Collard peut s'associer. Oui, je vais répondre très vite, parce que ce sont des témoignages, et on n'est pas exactement
sur le même plan. Moi, je ne travaille pas sur la place Clichy spécifiquement ou sur la polygamie spécifiquement. J'essaie de faire un travail national et la situation de la place Clichy n'est pas généralisable à l'ensemble du territoire français. Alors, sur la polygamie, votre auditeur a raison sur le nombre de familles et nous n'avons pas effectivement chiffré spécifiquement le coût de la polygamie, mais elle se retrouve dans une partie des dépenses sociales. Et je pense qu'elle choque spécialement nos auditeurs et un certain nombre de gens, parce que là encore, on donne des aides sociales à des gens qui contreviennent à une loi de la République française. Maître Collard. Oui, mais là, bon, sur la polygamie. On revient encore sur l'argument initial que je développais. Nous sommes dans une situation, moi je le disais à l'Assemblée, je vais reprendre les propos que vous avez dû entendre, si nous étions le peuple le plus riche du monde, je voudrais bien qu'on soit Notre-Dame des générosités, ça ne me dérangerait pas. Mais quand j'entends à longueur de séance des ministres venir nous dire qu'il faut aggraver les impôts, qu'il faut diminuer la dette, qu'il faut faire des économies dans tous les domaines. Quand j'entends de braves gens me dire à la fin du mois, je n'y arrive plus, et encore maintenant, ce n'est même plus à la fin du mois, c'est au milieu du mois. Et qu'en même temps, je vois par exemple que l'on supprime le droit d'entrée, que l'on supprime la franchise qui existait à propos de l'aide médicale d'État, et que l'on renforce tous les moyens d'accès à toutes les politiques sociales pour qui que ce soit d'où qu'ils viennent, je ne comprends pas. Comment, je veux dire que là encore, il faut du bon sens. Comment peut-on dire d'un côté que si l'on utilise trop d'électricité, trop d'énergie, on va devoir payer plus cher? Comment peut-on mettre des taxes sur le soda? Enfin, comment peut-on tout taxer et détaxer seulement ce qui est de l'ordre de l'infraction à la loi sur l'entrée sur le territoire, qui induit inéluctablement, par le biais de toutes les avalanches de droits sociaux, des dépenses considérables que nous n'avons pas à assumer dans une situation de misère, parce que ce sont, qu'on le veuille ou non pas les riches qui vont le supporter, mais les riches, les moins riches, les pauvres et les plus pauvres. Alors, c'est d'ailleurs pour participer à éclaircir ce débat que nous avons demandé cette étude à Jean-Paul Gourevitch, qui reprend les chiffres. Elle fait 100 pages, son étude, je le disais. Donc, extrêmement détaillée. Donc, quand il avance des chiffres, c'est pas des impressions. Voilà, on est vraiment dans l'étude scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Il y a Bernard? d'autres questions. Une question qui porte sur les retraites payées à l'étranger. Un auditeur dit, a-t-on une idée du montant des sommes que les immigrés envoient dans leur pays et qui échappent ainsi à l'économie française? Et un autre auditeur précise, ma belle-sœur est allemande, son mari est autrichien. Ils vivent en Autriche. Elle perçoit sa retraite allemande réduite de 20%. Sur le premier point, on a une idée très précise, du moins en ce qui concerne les transferts formels. Parce que vous savez que dans les transferts de fonds, il y a des transferts formels et puis il y a des transferts informels qui passent par l'intermédiaire de valises, par l'intermédiaire de pratiques comme la Walla. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors la Walla, c'est très simple. Vous allez chez votre, comme on dit, arabe du coin, je ne dis pas ça du tout en mauvaise... on aime beaucoup tous notre épicier ouvert toute la nuit. Cet épicier est en liaison avec un épicier au pays. Vous lui remettez donc une somme et l'épicier au pays ouvre un crédit équivalent, moins une petite ristourne, à la famille qui est au pays. Ce qui fait que MoneyGram et tous les organismes de transfert de fonds de type Western Union sont court-circuités. Alors il faut reconnaître que le gouvernement français s'était préoccupé de cette question.
il avait voulu essayer de moraliser la situation. Il n'y était pas arrivé. Alors, pour répondre La à somme, votre voilà. question, les immigrés qui sont en France envoient à l'étranger une somme que nous avons chiffrée à 4 milliards 820 millions d'euros. Alors, quand notre auditeur disait qu'elle échappait donc à l'économie française, elle n'était pas dépensée en France. Oui, hein, c'était ça la question de Oui, l'auditeur. exactement. D'accord. Il échappe à l'économie. Mais elle n'avait pas forcément échappé au fisc. Ah, il ne dit pas, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Une auditrice demande, pouvez-vous nous en dire plus sur l'ATA, cette nouvelle subvention pour les sans-papiers d'environ 800 € par mois, dit-elle. Les 17 milliards tiennent-ils compte de toutes les aides, logements, AME, etc., que perçoivent les immigrés? Et est-il vrai que l'ATA ouvre la CMU aux sans-papiers? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. L'ATA, c'est l'allocation temporaire d'attente. Et c'est une allocation qui est versée tant qu'on ne sait pas si l'immigré va obtenir ou non des droits. Or, le problème, c'est compliqué et c'est alourdi du fait de l'intervention de la Cour nationale du droit d'asile. Les Européens ont imposé dans les pays qu'il y ait un organisme, une Cour nationale du droit d'asile, qui soit un organisme d'appel pour ceux qui sont récusés dans un premier temps. Cet organisme, malheureusement, met en moyenne 466 jours à répondre. 466 jours, c'est énorme. Alors, moi, je comprends très bien qu'on veuille réduire le nombre de fonctionnaires, mais peut-être, en ce qui concerne la Cour nationale du droit d'asile, on pourrait faire une exception pour que les dossiers soient traités un peu plus vite. D'autant plus que les 2/3 de ces dossiers se terminent finalement par des refus. Donc, et les sans-papiers le savent très bien, et même l'Express laisse entendre qu'il y a un certain nombre d'abus là-dessus, parce que pendant ce temps-là, on bénéficie d'une allocation temporaire d'attente, la fameuse ridicule. attaque qui ouvre droit à la CMU, donc Oui, disait absolument. notre auditeur. Ils ne sont pas, à ce moment-là, en situation irrégulière, puisqu'ils ne sont pas en situation du tout. Une dernière question. Une dernière question concernant l'AME. Les sans-papiers ont même droit, dans le cadre de l'AME, à la télévision gratuite et à la chambre individuelle. Tout cela est gratuit, alors que pour les Français, c'est payant. Oui, là, il faut aller regarder dans les divers CRA et dans les divers CADA la situation. CRA et CADA, s'il vous plaît. Oui, alors, ce sont les centres d'hébergement. D'accord. Les CADA, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Bon, c'est alors, un centre de rétention administrative. Vous vous rendez compte, Maître puisqu'on Collard. parle des coûts, vous vous rendez compte de ce que tout cela coûte? Oui. En plus, je veux dire, parce qu'il faut aussi organiser des structures. Finalement, si on avait des frontières, on ferait une sacrée économie. Hein. Ben, on l'a calculé, le coût de l'immigration irrégulière. Oui. J'ai fait ce travail. On arrive quand même à 3 milliards d'euros de déficit. Et là, c'est le cas de figure où le rapport entre les recettes et les dépenses est le plus mauvais. Car les immigrés en situation régulière couvrent entre 75 et 80%, parfois même 85% de leurs dépenses. Les immigrés en situation irrégulière couvrent moins d'un tiers de leurs dépenses, des dépenses qui sont faites pour eux. Merci. Une dernière question, mais on va changer de sujet, même si on peut revenir à l'immigration tout à l'heure. Qui me paraît un peu différente. Un auditeur vous demande, pensez-vous possible de faire comprendre aux immigrés actuels, je pense qu'il s'agit de ceux qui sont déjà là, qu'il est à présent de leur propre intérêt de stopper l'immigration, car toute surcharge au système ne pourra que réduire leurs avantages. Oui, moi je travaille beaucoup avec les diasporas qui sont implantés en France. Et un des problèmes majeurs des diasporas,
c'est que quand vous revenez au pays, vous ne pouvez pas revenir les mains vides, encore moins menottés, vous revenez avec des cadeaux. Et vous revenez en montrant que vous avez réussi, même si ce n'est pas tout à fait exact. Et une des grandes difficultés, c'est justement de faire comprendre aux diasporas qu'elles auraient tout intérêt, non seulement à donner une idée réelle de la situation, mais à dissuader un certain nombre de gens qui veulent partir, parce que ce n'est pas l'Eldorado qu'ils vont automatiquement trouver, surtout dans la situation actuelle. Merci Jean-Paul Gourevitch. Alors moi j'avais une autre question, si ça vous ennuie pas qu'on change de sujet. Je vous avais entendu sur la ME, mais j'ai bien sûr été voir un certain nombre de vos interventions, puisque maintenant grâce à Internet on peut voir les interventions qui se passent à l'Assemblée, donc c'est tout à fait intéressant. Alors vous l'avez rappelé à l'instant à l'antenne, vous partagez notre souci permanent de faire baisser la dépense publique. Mais alors je me demandais si c'était dans tous les domaines. Parce que j'ai vu votre intervention du 30 octobre, vous dites que la justice est abandonnée. Je vous cite. Alors, préconisez-vous une augmentation du budget de la justice? Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas sur une diminution de dépenses? Ou bien est-ce que vous préconisez simplement une meilleure utilisation de l'argent public? Car il y a sûrement, doit y avoir des gaspillages dans ce domaine comme partout. Écoutez, moi, je ne voudrais pas me tromper parce que je n'ai aucune... Alors là, vraiment, je vous admire, cher monsieur Gourevitch, parce que je n'ai aucune mémoire des chiffres. Ce qui m'oblige dans les débats à avoir un petit carnet pour ne pas me tromper. Je suis un littéraire compulsif. Le chiffre me fait peur. Vous imaginez dans les services secrets, hein, si on m'avait mis aux chiffres, hein, bon. Hein, la revue Capital, sauf erreur de ma part, avait indiqué qu'on aurait pu faire à peu près 80 milliards d'euros d'économies. Hein, je ne me trompe pas, je crois, sur le chiffre. Ça, c'est un domaine que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Voilà, à peu près. Moi, sur la justice. Non, sur l'ensemble, globalement, sur l'ensemble des dépenses pardon, inutiles. sur la totalité des dépenses inutiles. Oui, tout à fait. Nous, on dit qu'on pourrait en faire 160. Voilà, bon, mais je pense qu'ils ont été très prudents. Bon. Il me paraîtrait sain que l'on ne se préoccupe pas d'utiliser ces économies pour les mettre au service de la justice, en partie. Voilà. Et puis, il faudrait aussi qu'on tienne compte des dépenses incroyables que certains budgets occasionnent, notamment, et là on rejoint la question de l'immigration, le budget des traducteurs. Il est, paraît-il, colossal. Je n'ai pas le chiffre en tête, hein, mais on peut se pencher là-dessus, c'est colossal. Bon, il y a donc des domaines où l'on pourrait faire des économies, et où l'on pourrait renforcer quand même le fonctionnement de la justice, hein, parce que c'est vrai que dans beaucoup de domaines, on a une justice qui n'est pas à la hauteur, quoi. Hein, bon, alors c'est aussi peut-être le fait des hommes. Hein, il ne faut pas incriminer que le budget. Mais quand on voit qu'on pourrait faire de telles économies sur des choses comme par exemple l'affectation de fonctionnaires de police à des anciens ministres qui n'en ont plus besoin depuis des siècles, hein, parce qu'on ne sait même plus qu'ils existent. Donc on ne peut pas leur en vouloir ni les attaquer, hein, et ainsi de suite. Ça serait une bonne chose quand même que l'on puisse affecter toutes ces dépenses inutiles à des dépenses utiles. Voilà. Moi je crois qu'il faut vraiment traquer la dépense inutile. Parce que c'était vrai dans l'Ancien Régime. Moi j'ai l'impression que cette crise que nous vivons, et alors tous les historiens me disent mais les événements ne se répètent pas, on ne peut pas comparer. Quand je lis tout ce qui a été écrit sur la chute de l'Empire romain, du bas Empire romain, je trouve qu'il y a quand même des correspondances assez étonnantes, moi. Hein. Et on se rend compte que tout l'Ancien Régime est construit sur de la dépense inutile. Hein. Et quand va arriver la banqueroute, c'est aussi parce qu'il y a des dépenses inutiles, en fêtes, en achat de bijoux, en prébende, en dépenses pour la guerre de libération d'indépendance des États-Unis, par exemple, d'Amérique. Bon. Et aujourd'hui, c'est pareil. On a une masse d'argent qui est dépensée pour rien. Quand on voit ce qu'on donne aux syndicats, par exemple. Ah, ça, c'est un colossal, combat depuis des années. L'argent public aux syndicats, 4 milliards. Vous vous rendez compte? Bon, c'est quand même... Voilà où je veux qu'on prenne l'argent. Moi, je vois pas pourquoi
je suis obligé de financer sur mes impôts la CGT ou Sudrail. Je vois pas pourquoi. J'ai pas envie, moi, de leur donner d'argent. Bon. Et pourquoi nos impôts devraient se substituer au militantisme? C'est comme les budgets associatifs. Et ainsi de suite. On peut aussi parler de l'aide à la presse. Si un journal n'a pas de lecteurs, c'est quand même pas la faute des contribuables. J'arrive pas à comprendre, moi. Il n'y a pratiquement plus un journal qui fonctionne sans aide à la presse. Non, 500 millions d'aides directes et... Pardon, combien? Moi, j'adore qu'on donne des chiffres. 500 millions d'aides directes et on doit être à 1 milliard de TVA réduite. Vous dites 500 millions d'aides directes. D'aides directes. On a fait des... Alors, il faut que vous alliez sur le site du CRI du contribuable. J'y vais. Je crois qu'on a fait un article tout récemment où on citait ces 500 millions. Et puis, il y a, comme dit Julien, toutes les aides indirectes. Il y a la TVA réduite, les aides indirectes. C'est presque 2 milliards si on... Alors, vous vous rendez compte, c'est quasiment une œuvre de survivance de choses préhistoriques. L'humanité vit encore. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, survie. Mais alors attendez, l'humanité nous a cité l'autre jour et sans nous critiquer. Alors vraiment maintenant... Si elle vous a cité, ça n'a pas dû être lu par grand monde, mais elle a eu le mérite de vous citer. Alors l'argument qu'on entend, c'est... Mais la liberté de la presse. Oui. Rendez-vous compte, s'il n'y avait plus Libération, s'il n'y avait plus Le Monde, que deviendrait la liberté de la presse? Mais moi, j'habite dans une région où il y a un seul journal. Le Midi Libre. Je ne veux pas le citer. Ce journal ne peut pas me piffer. Il ne me cite que lorsqu'il a l'occasion de dire du mal de moi. Bon. Et par contre, il cite abondamment des hommes de gauche. Alors, je ne sais pas quelles sont les dotations du Conseil général, du Conseil régional, parce que ça aussi, il faudrait l'étudier. Bon. Et je ne trouve pas qu'on ait de la liberté de la presse, là. Quand vous pensez que le journal ne cite même pas ma présence le 11 novembre à Vauvert pour la cérémonie, je suis comme dans les journaux communistes éliminés. Mais du coup, vous intervenez sur Radio Courtoisie qui, sans subvention, laisse la parole à ceux qui n'ont pas le droit aux médias. Merci pour cette petite page de publicité. J'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, quoi. C'est tout. Parce que, vous voyez, quand on parle de la liberté de la presse, il faut quand même être raisonnable. Bon. J'ai même envie de dire, quelle liberté quand on reçoit de l'argent de l'État. Je pense qu'on est libre quand on vit de ses lecteurs que pour une association. C'est le cas de Contribuables Associés, autre page de publicité. On est libre quand on vit des cotisations de ses adhérents. C'est même complètement contradictoire. La liberté de la presse payée par l'État. On a du mal à voir où est la cohérence. Vous imaginez un auteur qui publierait un livre et qui dirait « Mon livre n'a pas été lu, je voudrais une subvention ». Mais ça existe. Nous connaissons, moi je Jean-Paul Gourevitch, l'auteur de 62 ouvrages et je n'ai jamais été subventionné. Et j'en suis finalement très content, même si certains de mes éditeurs, je crois, préféreraient de temps à autre toucher un petit pactole. Mais vous avez des ouvrages qui sont subventionnés avant même d'être écrits. Oui, j'en ai vu, oui. Non, mais là, je parlais de l'auteur qui, ayant pris le risque de publier sans subvention, n'ayant pas de lecteur, dirait, comme le journal qui n'a plus de lecteur, quoi. Subventionnez-moi. Payez-moi mon livre. J'ai vu des livres illisibles, complètement subventionnés, effectivement. Donc sur le budget de la justice, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a tellement de gaspillage ailleurs. Oui. C'est sûrement pas là qu'il faut faire les économies, même si tout n'est pas forcément parfait. Voilà, on dit souvent aussi la même chose des budgets de la défense. Voilà, tout n'est sûrement pas parfait, mais peut-être qu'il y a d'autres urgences. Julien Lamont. C'était une petite remarque, mais depuis 30 ans, c'est les budgets des missions régaliennes de l'État qui sont réduits, rognés, au détriment des missions qui pourraient être faites par le privé à moindre coût. Donc les missions régaliennes, la sécurité, la justice, la diplomatie. Dans les palais de justice, la sécurité est organisée maintenant par des sociétés privées. Bon, ce qui est quand même un abandon de l'autorité de l'État. C'est quand même pas normal que dans les palais de justice, ça soit des sociétés privées qui organisent la sécurité et qui fouillent les gens à l'entrée. Normalement, ça devrait être la police. Alors, encore une toute petite interruption
Pour les auditeurs qui, j'espère, nous ont rejoints nombreux, donc vous venez d'entendre Maître Collard, qui est avocat et député non inscrit du Gard, qui est avec nous pour cette première partie du Libre Journal des contribuables sur Radio Courtoisie, et puis Jean-Paul Gourevitch, qui est auteur d'une étude sur les chiffres de l'immigration. Vous avez entendu Julien Lamont, qui est responsable des recherches à Contribuables Associés, et vous allez entendre Bernard de Fabrègue, qui va lire d'autres messages qui sont arrivés. Un auditeur rebondit sur ce que vous venez de dire. Pourquoi, dans la présentation de Maître Collard, dites-vous qu'il est député non inscrit, puisqu'il est... Alors, on va le laisser répondre. Alors, je suis député Rassemblement Bleu Marine et je suis rattaché au Front National. J'ai du reste signé le papier aujourd'hui pour permettre au Front de toucher l'aide que l'État accorde à tous les partis quand ils ont un député. Mais si je ne me trompe, l'appellation non inscrit correspond au groupe à l'Assemblée. Or, vous n'êtes non inscrit parce que vous n'avez pas de groupe. Voilà l'explication. Voilà. Donc, Maître Collard a raison, il appartient au Rassemblement Bleu Marine, mais je ne me trompais pas sur... Si vous allez sur le site de l'Assemblée, il est non inscrit, car les deux députés du Front, donc lui-même et Marion et puis un certain nombre de députés il y en a 6 ou 7, je crois que vous êtes 7. Voilà. Et donc, il faut être plus pour faire un groupe, donc ça s'appelle non inscrit. Voilà, c'est une appellation administrative. Je me permettais de le dire Une auditrice dit, en descendant à Barbès-sur-Chouchoir, on peut voir tous les trafics, drogue, faux-papiers, etc. La police le voit et ne fait rien. Les véritables responsables sont-ils, sans doute, nos dirigeants qui, depuis de si longues années, ne font rien alors qu'ils le savent? La réponse ne peut être que criminologique et morale. Il aurait fallu agir tout de suite. Aujourd'hui, les forces de police sont minoritaires. Voilà. Elles sont devant un état de fait qui est tel que si elles interviennent, elles ont l'armée d'une population qui se retourne contre elles. Et la peur que les événements dégénèrent est telle que souvent les policiers n'osent pas intervenir. D'abord parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par la hiérarchie. Ils ont l'ordre aussi de ne pas intervenir. Ensuite, parce qu'ils ont l'ordre de ne pas créer d'incidents, ce qui est incroyable, parce que comment le fait d'intervenir sur une situation illégale peut-il être, dans une démocratie, générateur d'incidents? Voilà. Alors, moi, je connais des cités, par exemple, où les forces de police n'interviennent pas parce que on a peur que ça crée un incident. Moi, j'avais une discussion avec un haut gradé. Je ne dirais pas s'il était de la gendarmerie ou de la police pour ne pas jeter l'opprobre sur qui que ce soit, qui me disait, mais vous nous demandez d'intervenir dans cette cité, vous avez raison, mais imaginez qu'il y a un blessé. Je dis quoi, vous parlez des forces de l'ordre? Ah mais non, ça c'est pas grave. Mais imaginez qu'il y a un blessé de l'autre côté, on en a pour 1 an à s'en remettre. Voilà. Alors, si vous n'intégrez pas qu'il existe dans notre police, dans notre gendarmerie, une inquiétude de se voir pourchasser par la meute médiatique, par la meute associative, en cas d'incident, né d'un événement infractionnel, vous ne comprendrez rien à l'attitude des policiers. Et si on cessait de les emmerder tout le temps, quand ils interviennent parce que la loi a été violée et que, à la faveur de la volonté de rétablir la loi, il y a un incident, mais ils le feraient plus volontiers et plus souvent. Oui. On peut ajouter pour compléter ce que dit Gilbert Collard, 2 choses. D'abord que ce sont chaque année, j'avais fait l'étude, les agents de la police nationale qui sont le plus victimes d'accidents de travail ou de service, 7,7% par an, contre 1,7% pour la moyenne des agents des autres administrations. Donc, première chose. Et puis, deuxièmement, on est arrivé progressivement à une situation où l'économie informelle en France représente près d'1/5 de l'économie réelle. Quand vous avez,
Je prends toujours cet exemple parce qu'il est flagrant, puisque vous savez que je travaille aussi sur la fraude dans les transports publics. Quand vous avez un fraudeur sur 50, vous pouvez le coincer. Si vous avez 30 fraudeurs sur 50, même si les contrôleurs débarquent à 4 ou 5, ce sont eux qui seront caillassés. C'est normal, c'est un rapport de force. Et les contrôleurs Maître Collard. les contrôleurs ne peuvent pas intervenir. Quand c'est ma femme, ils interviennent. On a une histoire qui est une véritable épopée. Bon, un peu montée par Sudrail du reste. Enfin, mais l'autre jour, je voyais un contrôleur qui était à qui je signalais que nous avions un petit chien qui avait pas de billet pour être en règle. Qui me dit, maître, je viens de me faire envoyé bouler par deux jeunes qui n'ont pas de billets et qui s'en foutent. Et quand je leur ai demandé de me présenter leurs papiers, ils m'ont dit mais on s'en fout. Et quand je leur ai dit que la police allait les attendre, ils m'ont dit mais on s'en fout. Donc les chiffres de Jean-Paul Kourevitch et les constatations sur le terrain correspondent, d'où d'ailleurs l'impression étrange que laissaient les affirmations de cet autre magazine qui disait que l'immigration rapporte. Les gens n'arrivent pas à le croire. Une autre question. On a même dit, je m'excuse, mais on a même dit que l'immigration rapportait de l'argent. C'est juste... voilà. C'est le dossier que j'ai sous les yeux. Voilà. Donc je suis désolée d'attaquer cet excellent magazine qui fait souvent d'excellents reportages. Je n'en veux pas particulièrement à l'Express, mais il se trouve que là, en l'occurrence, sur ce dossier, on était un petit peu ennuyés. Vous me direz, il nous donne une solution à tous les problèmes économiques que nous avons. Laissons rentrer tous les immigrés. Laissons rentrer tout le monde, hein. Moi j'aurais une question, tiens, de cet ordre-là, sur les solutions proposées par Jean-Paul Kourevitch. D'autres questions des auditeurs. Est-ce que vous m'autorisez à ne pas lire une question des auditeurs, mais à donner un sentiment qui est le mien, concernant la relation police, justice et immigration? Et ça vient... Mais il y a encore des questions, sinon? Oui, un peu. Quelques-unes. Difficiles à lire parce qu'elles ne sont pas... Alors, allez-y sur votre sentiment, puis on reprendra les questions après. Ma réflexion vient du constat d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, la relaxe de Ouria Boutelja à Toulouse, et du constat il y a quelques jours de la mansuétude du tribunal de Créteil envers les fauteurs de la tournante de Créteil. Et il se trouve que dans mes pérégrinations professionnelles, j'ai été sujet à passer en justice dans 3 pays, la Libye, le Nigeria, le Niger, etc. Et j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. Mon idée est que si nos magistrats appliquent une telle mansuétude, c'est pas parce qu'ils sont parce qu'ils font de la forfaiture, c'est parce que avant le jugement, on vient leur dire d'être gentils. Sinon, peut-être que on sait où travaille leur épouse, on sait où voir leurs enfants à l'école. Et que peut-être ça pourrait leur... Vous pensez qu'il y a des menaces? Non, Maître Collard. L'intimidation, ça arrive. Sur les policiers... Sur la magistrature. Sur les policiers, ça peut arriver, mais ce sont des intimidations indirectes. Hein. Sur les magistrats, je ne crois pas. Parce que là, on prendrait les moyens. Là, on se donnerait les moyens. Sinon, ça voudrait vraiment dire qu'on est dans un état mafieux. Ah oui. Mais en revanche, on l'est peut-être quelquefois. Oui, mais honnêtement, honnêtement, j'ai du mal à croire qu'un magistrat, s'il était menacé, n'aurait pas les moyens vraiment d'être très efficacement protégé. En revanche, ce qui peut agir, c'est l'ambiance culturelle, notamment l'ambiance journalistique. Les procès sont préparés par les journaux. Il y a une préparation mentale du juge qui agit presque à son insu en faveur de la clémence. Les magistrats lisent les journaux, les magistrats parlent entre eux, les magistrats sont influencés par l'ambiance culturelle. Et ça peut agir sur la décision. Je veux dire que l'ambiance, cette espèce de crédit d'infraction, qu'on donne à celles et ceux qui auraient été malheureux, ou marxistement mal aidés dans la vie. Alors on leur donne un crédit d'infraction. Vous avez le droit de commettre des infractions parce que vous avez été malheureux. Et cette idéologie, croyez-moi, elle agit. Parce que le bourgeois qui fait quelque chose, on doit être sans pitié avec lui.
c'est un bourge. Je veux dire, entre la bourgeoise qui va piquer, parce qu'elle est kleptomane, dans un grand magasin, et le marginal qui va piquer, on va être sévère pour la bourge et pas pour le marginal. Alors que on ne devrait tenir compte ni du statut de l'un ni du statut de l'autre, sauf à avoir quelqu'un d'affamé qui vole pour le fameux état de nécessité. Hein. À ce moment-là, on peut comprendre. Le pain de Jean Valjean. Voilà, le fameux pain de Jean Valjean. Ce que Gilles William Goldnadel appelait la culture de l'excuse, et qui est effectivement très très forte aujourd'hui. C'est ce que les criminologues appellent la culture du crédit d'infraction. C'est plus scientifique, mais ça dit la même chose. Je crois qu'on comprend bien ce que ça veut dire. Alors, s'il n'y a plus de questions d'auditeurs, moi, j'en avais une pour Jean-Paul Gourevitch, qui rebondit d'ailleurs sur ce qui était dit tout à l'heure. Si c'est la solution, si les immigrés rapportent, laissons-les rentrer. Alors, à la fin de votre monographie, vous esquissez des amorces de solutions. Ça n'était pas l'objet de l'étude. L'objet de l'étude est principalement de donner des chiffres qui ne sont pas donnés par ailleurs. Mais vous esquissez des solutions. Et alors, je vais caricaturer volontairement, ne m'en voulez pas. Mais l'impression que j'avais, c'était que pour éviter que le différentiel soit aussi important entre ce qui coûte et ce qui rapporte, mettons les immigrés au travail. C'est une des pistes que vous poursuivez. Alors, je me demandais si c'était bien réaliste. Alors, c'était tout à fait normal qu'après avoir constaté un déficit, on s'interroge sur les moyens de réduire le déficit. Et je veux dire même que, en tant que contribuable, je m'interroge, moi aussi, personnellement, là-dessus. Donc, j'ai esquissé, effectivement, 5 hypothèses que j'ai chiffrées, en sachant qu'il s'agit d'une simulation. Et que, on le sait, un immigré qui travaille rapporte plus à l'État qu'il ne coûte, alors que un immigré qui ne travaille pas, parce que soit il est au chômage, soit il est inactif, soit il n'a pas l'âge ou il n'a plus l'âge de travailler, coûte plus qu'il ne rapporte. Donc, effectivement, plus on aura d'immigrés qui travailleront par rapport à des immigrés qui ne travailleront pas, plus on réduira le déficit. Ceci dit, c'est pas aussi simple que ça, et c'est ce que j'essaie de montrer. Un immigré célibataire qui travaille, va rapporter. Mais au bout d'un certain temps, il va se marier, il va avoir des enfants. Et donc, là, on va générer des coûts. Inversement, un immigré qui ne travaille pas, qui a des enfants, ces enfants vont aller à l'école et peut-être qu'à un moment, ces enfants vont travailler. Donc, vont rapporter. Donc, la séparation entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas, c'est utile pour faire une simulation. Ça n'est pas non plus une solution. Ce que j'ai simplement voulu montrer, c'est que rééquilibrer le poids de l'immigration en augmentant l'immigration de main-d'œuvre par rapport à l'immigration de peuplement, donc augmenter l'un pour diminuer l'autre, même si c'est à flux constant, c'est un des moyens, non pas de supprimer, mais de réduire le déficit. Merci Jean-Paul Gourevitch. Julien avait une question pour Maître Collard. Oui, en sortant un peu du sujet de l'immigration et en rebondissant sur... en quelques minutes. Oui, sur la question de l'auditrice. Oui, donc vous êtes non inscrit à l'Assemblée, donc vous n'êtes pas dans un groupe, donc vous avez peu de moyens d'action. Mais vous en avez quand même. Et du coup, comment pouvez-vous agir pour... Alors, bon, on peut faire entendre sa voix, mais après, pour qu'elle soit écoutée et que pendant 5 ans, vous arriviez à faire passer quelques idées. Bon, je vais vous donner un exemple. Quand je suis intervenu sur l'aide médicale d'État, j'ai demandé sa suppression. J'ai présenté un amendement. Qui a voté contre la suppression de l'aide médicale d'État? Qui a voté contre? Monsieur Copé. Lequel, 3 semaines plus tard, ayant endossé la jaquette de candidat, voulait la suppression de l'aide médicale d'État. Je pense qu'en prenant ainsi certains hommes politiques en flagrant délit d'opportunisme,
et en pouvant le dire et le redire et le répéter dans l'hémicycle, là où se fait la loi, quand j'ai demandé qu'on supprime l'aide médicale d'État, le seul à le dire dans un hémicycle hostile, M. Copé a voté contre moi, pour aller après dire qu'il était pour la suppression. Vous voyez, on peut donc agir d'une manière qui a des conséquences durables. On a la technique des amendements, on a la technique de prise de parole à la tribune. Là, je vais intervenir, je crois, jeudi matin sur le fameux vote blanc. Vous pouvez intervenir, votre temps est minuté, mais vous avez combien à peu près quand on intervient pour un amendement, on a 2 minutes. Parfois, on tire un peu, on en a 3. Quand on intervient à la tribune, on a 5 minutes. Alors parfois... alors, je ne savais pas, moi, que le temps... qui part du moment où on quitte sa place pour aller à la tribune était décompté. Donc, comme vous êtes au bout de comme je suis au fin fond de l'hémicycle, j'ai intérêt à me dépêcher parce que je perds déjà 1 minute pour descendre. Bon, donc j'ai décidé maintenant de m'approcher le plus possible s'il y a une place de libre pour gagner quelques secondes. Bon. Et puis on peut également intervenir par les questions écrites qu'on ne se prive pas de poser. On peut également intervenir selon les commissions auxquelles on appartient. Et j'ai la chance de faire partie de la commission des lois, qui est l'une des plus prestigieuses commissions, où j'interviens souvent du reste. Et on peut le vérifier en allant sur le site de l'Assemblée. Mais là aussi, je vous ai vu intervenir à la commission voilà, vous avez vu. Lois, à propos de la commission de rénovation et de normalisation de la vie, de modernisation de la vie politique. C'est des noms toujours absolument pas possibles. Bon. Vous y prononciez d'ailleurs contre le cumul des mandats. Oui, absolument. Qui avait attiré mon attention. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne pratiquait pas l'échevinage, c'est-à-dire, pour parler en un langage plus clair, la présence des citoyens un peu partout. Notamment, moi, j'ai présenté un amendement pour que, lorsque on attribue des logements sociaux, les administrés puissent assister aux délibérations. Eh bien, la gauche a voté contre. Comme si le peuple l'a dérangé quand il est présent. Alors, on assiste quand même à des choses étonnantes, hein. Alors voilà, non. Et puis on peut intervenir également dans les médias. C'est la parole du député, c'est la parole d'un homme ou d'une femme qui est le représentant de la nation. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas une voix qui va compter dans un vote final. Non, d'ailleurs, toute l'opposition ne compte pas. Si on allait par là. Mais de toute manière, le scandale, le vrai scandale de notre vie démocratique, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a un enrégimentement politique. Et on a des députés qui votent aux ordres. Alors, à partir du moment où il y a une majorité présidentielle, il n'y a pas d'issue. On n'a pas plus de pouvoir, Marion et moi, que n'en ont les députés qui représentent l'UMP. Ou même ceux qui sont de la couleur du gouvernement, puisqu'on a eu la circulaire qu'on a publiée sur nos sites, où il leur était donné l'ordre formel de ne déposer aucun amendement, de ne pas intervenir, pas de proposition de loi, que tout devait passer par le président du groupe. Voilà. Alors, nous, ça nous ennuyait beaucoup, parce que c'est vrai qu'à titre individuel, on essaye d'avoir des relations différenciées avec les élus qui pensent pas tous la même chose. Non, donc, René Dosière, qui fait des livres entiers pour dénoncer les gaspillages, on l'aime beaucoup. Donc, voilà. Mais alors, il y a des consignes absolument strictes. Personne et entre ne nous, doit ça tue lever le petit doigt. Ça tue tout débat démocratique, parce que on a le sentiment de parler dans l'inutile, puisque de toute manière, on sait bien que le vote sera disciplinaire. Alors, je vous remercie. Je pense que dans un instant, on va avoir Patrick Simon en ligne pour sa chronique. Donc, il me reste 2 minutes. Donc, la chronique de Patrick Simon tord le cou à des idées reçues. Et il posera aujourd'hui la question: la faillite pour une entreprise est-elle une solution si catastrophique qu'on le dit? Voilà une question de juriste qui ne manque pas d'intérêt. Alors je vais prendre les quelques instants qui me restent pour vous remercier, vous, Maître Collard, de nous avoir consacré un long moment, même si l'Assemblée vous a obligé à courir et à arriver un petit peu en retard,
Pour les auditeurs qui sont internautes, je vous signale que Gilbert Collard a un site. Ah, c'est gentil de le dire, j'oublie toujours, moi, oui. www.gilbertcollard.fr. Donc c'est simple et c'est vrai que c'est souvent intéressant de retrouver ce que vous avez à dire en direct sans passer par les médias. C'est vrai, oui, ça. À part à Radio Courtoisie, on a le droit de tout dire. Monsieur le député, je vous souhaite bon courage pour ce que vous défendez avec beaucoup de talent. Merci Jean-Paul Gourevitch. Je pense que nous aurons de nombreuses occasions de vous revoir. Pour prendre connaissance de votre monographie, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, elle comporte 100 pages. Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet en citant des chiffres. On peut la commander en téléphonant au 01 42 21 16 24. Elle vaut 8 €. Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie, nous y joindrons l'étude sur l'immigration irrégulière, qui est aussi l'œuvre de Jean-Paul Gourevitch. Et cette étude, vous pourrez aussi la voir et la télécharger sur notre site www.contribuable.org.